Bonjour. Vous m'entendez bien? Alors, surprise gustative, stratégie de l'étonnement, plat énigmatique, chef-d'œuvre comestible et rituel culinaire. Dans l'histoire, nous avons affaire à des banquets fortement théâtralisés où l'abondance des plats et l'excentricité règnent. Quelques exemples mémorables incluent tout d'abord la cena, la grande cuisine romaine qui se présente comme l'art du compliqué et de la métamorphose où le cérémonial est dramatisé et les plats inventés. Les innovations culinaires dépendent alors de l'excès. Selon Horace, Juvénal et Pétrone, on peut servir un mulet de 3 livres, un porc farci de saucisson et de boudin, ou apporter un sanglier entier d'où sort un vol de grives. Autre exemple d'excès, l'empereur Claudius demandait à ce qu'on ajoute des perles écrasées dans le vin pour le rendre plus coûteux, ainsi que des pierres précieuses à chaque plat qu'il allait consommer. Toujours à Rome, des banquets ont dû être servis dans les théâtres où la restauration des invités était accompagnée de divertissements visuels, l'espace privé débordant sur l'espace public. Une telle occasion est décrite par le poète Stas. Il s'agit d'un banquet donné par Domitien, destiné au peuple romain, peut-être dans le Colisée. La journée a commencé avec un spartio, c'est-à-dire la distribution de présents faits à la volée. Des noix, des dattes, des prunes, des figues et des petites pâtes en forme de figures humaines étaient jetées sur la foule. Puis, des spectacles de gladiateurs féminins et de gladiateurs nains, de danseuses et de joueuses de flûte ont eu lieu. Plus tard dans la journée, l'empereur a offert un vrai banquet où tous ont partagé la même table, enfants, femmes, la plèbe, les chevaliers et le Sénat. C'est ainsi que le monarque satisfaisait le peuple en lui offrant du spectacle et de l'alimentation afin de recevoir son soutien en échange. En général, à Rome, les fêtes publiques sont prétexte à des dépenses de prestige. Selon Florence Dupont, dépenser sans compter pour des banquets publics jusqu'à jeter des quartiers de bœuf dans le Tibre et parfois s'y ruiner, c'est la noblesse d'un grand aristocrate. Quelques siècles plus tard en France, entre 1664 et 1674, le roi Louis XIV organise des banquets dans sa cour à Versailles, à savoir des fêtes incluant plusieurs représentations de théâtre et d'opéra, précédées ou suivies de repas majestueux, les collations, caractérisées par l'abondance et la délicatesse des denrées servies. Mais certains courtiers qui étaient moins en faveur ne faisaient pas partie des heureux convives. Derrière une barrière formée par des gardiens, ils contemplaient ceux, les plus chanceux, qui engouffraient les méfaits du banquet. Une fois que le roi et la reine avaient terminé de manger, les courtiers affamés s'adonnaient au pillage des tables, regardés par ceux qui venaient de dîner. Au-delà de ce spectacle de rôles inversés, la destruction de la table si bien décorée offrait un divertissement supplémentaire à la cour par l'empressement et le désordre de tous ceux qui démolissaient les châteaux de marzipan et les montagnes de fruits confits. En Italie, du XVIIe au XVIIIe siècle, des banquets privés ont été carrément mis en scène. À Bologne, le 28 février 1693, on donne un dîner somptueux pour 64 personnes. Une vraie scénographie comestible est créée autour d'une sculpture énorme qui se trouve au milieu de la table et qui représente les quatre deux rivières, des sculptures mangeables. Les triomphes sont préparés à base de pâte de sucre.
Ces constructions sont d'abord applaudies par des dîneurs, invités ensuite à les détruire. Des exemples, la tarte au vin merle, où les oiseaux étaient placés après la cuisson de la pâte pour être ensuite libérés à l'ouverture de la croûte. Puis, la sculpture comestible Macchina della Cocagna, qui représentait le paradis sur terre, imaginé comme le pays de Cocagne, c'est-à-dire un monde comestible où des saucissons, du fromage et des pâtisseries poussent sur les arbres. Ces chefs-d'œuvre mangeables pouvaient même inclure des feux d'artifice sortant de la bouche d'un cochon, des fontaines de vin ou des bassins pleins d'eau avec des poissons et des canards vivants qui s'y baignaient. Toutes ces constructions élaborées, qui évoquaient une grande richesse, étaient destinées à être contemplées, puis détruites comme une œuvre d'art éphémère. Les convives se contentaient de les admirer, puis de les attaquer et les détruire, sans même songer à les goûter. La destruction, juste pour le plaisir, était la grandeur du luxe, un geste dramatique d'une consommation qui ne voulait pas passer inaperçue. Le pillage des mets par les valets n'était pas rare. Charles de Brosse raconte que pendant un banquet pour 500 personnes à Rome en 1739, je cite, « Le plus beau coup de théâtre fut au moment du fruit. À peine fut-il servi que les bras se jetèrent de tous les côtés par-dessus nos épaules pour piller ouvertement. Pas un de convives ne goûta du fruit. » Et pour retourner en France, en janvier 1783, le fameux gastronome Grimaud de la Reynière commence la grande série de mystifications de table. Ce type de banquet possède des éléments théâtraux. C'est une véritable mise en scène qui se déroule avec une thématique pour la soirée, l'aménagement de l'hôtel de la Reynière en décor, l'élément de surprise et enfin la présence des spectateurs qui regardent le repas sans y participer. Les restes de victuailles sont distribués aux pauvres qui se précipitent devant l'hôtel de la Reynière pour s'en empiffrer à la hâte. Dans ce cas, la consommation des restes ne fait plus spectacle, mais s'associe à un geste de sensibilité sociale. Tous ces exemples de banquets privés et de fêtes publiques dans l'histoire sont basés sur une esthétique de surabondance et de gâchis. L'offre du banquet est un geste symbolique et surtout un acte politique, dans la mesure où la gastronomie, la scénographie et le spectaculaire se marient pour démontrer la puissance du pouvoir.